Bonjour, je suis Guénelle Blanchet, fondatrice de New Business IoT, société de conseil et d'accompagnement des entreprises dans le domaine de l'IoT. Donc, il y a quelques temps, nous avions organisé un webinaire d'information sur le LTEM et le NB-IoT. Il s'agissait donc du webinaire NB-IoT versus LTEM, profil comparatif et usage, qui est disponible sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous donnerai le lien. Et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite vraiment à le visionner. Comme ça, vous pourrez en connaître l'aspect théorique de ces deux types de connectivité. Aujourd'hui, je vais vous faire une démo qui est relative à l'utilisation d'un capteur utilisant la connectivité NB-IoT, et j'ai voulu l'inscrire dans un cas d'usage qui me semblait le plus réaliste possible et qui répond à de véritables questionnements. Pour commencer, je vais vous montrer une photo. Donc cette photo, soit elle vous dit absolument rien, soit en fait elle veut soit en fait vous avez totalement compris où je voulais en venir. Donc ça peut vouloir dire que vous êtes soit du métier, ou soit que vous avez été confronté au cas d'usage auquel je fais référence. Donc là, en fait, ici, on voit tout un tas de câbles, hein, de connexions. Et là, sur cette photo, là, ce que vous voyez là, c'est lorsque c'est bien rangé. Alors pourtant, on n'est pas dans une situation idéale par rapport au cas d'usage que je vais vous montrer. Le cas idéal, ça doit être ça. C'est quand cette armoire est fermée. Cette armoire, c'est ce qu'on appelle une armoire de rue. Et c'est une armoire que vous avez dû voir en passant, en marchant dans la rue, en marchant en courant dans la rue. Il y en a énormément, et c'est une armoire de rue en fait qui constitue ce qu'on appelle un point de mutualisation. Ces points de mutualisation, ce sont là où se trouvent les connexions de la fibre optique, et il y a une armoire de rue par quartier ou par immeuble, et c'est censé être fermé tout le temps. Voilà, il n'y a que les techniciens de maintenance qui l'ouvrent, ils font leur intervention et ils referment cette porte. Bah, c'est pas toujours ce qui se passe. Parce que voilà, on a souvent, j'exagère peut-être un peu, mais on a parfois ce type de situation où c'est ouvert pendant longtemps et on se demande: «Bah, tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les techniciens vont revenir? C'est normal?» Et j'avoue, à titre personnel, avoir déjà vu ce type de configuration. Et là, par exemple, la photo que je vous montre, c'est issue d'un fil Twitter d'une personne qui montre que ça fait 2 mois que c'est ouvert et qu'il comprend, voilà. Cette personne ne comprend pas. Mais c'est pas le plus grave, c'est que, bah, il peut y arriver aussi que, ce soit fermé, mais que la serrure, la poignée de la porte soit cassée. Et ce que je vois des fois, c'est qu'elle est cassée, le lundi, elle est encore un petit peu plus cassée le mercredi, puis le vendredi, c'est carrément ouvert. Et puis il y a des cas beaucoup plus graves encore, où c'est carrément des armoires qui sont, victimes d'actes de vandalisme, ce qui peut avoir comme conséquence de couper, l'accès à internet à des quartiers entiers ou à des immeubles entiers. Je me suis dit: «Mais, d'ailleurs, quand on voit une anomalie de ce type, comment ça se passe?» Voilà, est-ce qu'il y a une ronde, quelque chose? Et en fait, voilà, j'ai regardé très, très rapidement dans les forums. Il semblerait que, lorsqu'il y a une anomalie, on compte sur la bienveillance des riverains pour signaler qu'il y a une anomalie. Bon, déjà, c'est pas évident. Et en plus, bah, comment il faut faire pour reprendre contact avec ce service de maintenance? Donc j'ai cru comprendre que c'était compliqué parce que selon les opérateurs, les process sont pas les mêmes, et il y en a même un, alors ça date de 2017, hein, donc je suppose que ça s'est peut-être amélioré, mais il y avait une personne sur un forum qui disait que c'était, le parcours du combattant, qu'il a préféré laisser tomber. Donc c'est vrai qu'il faut tenir compte de la motivation et de la bienveillance des personnes. Est-ce qu'il n'y aurait pas plus efficace? Alors j'ai pensé à utiliser un boîtier avec une série de capteurs qui permettrait de capter des chocs ou des ouvertures de portes inopportunes, et puis envoyer une alerte aux personnes compétentes. Donc je me suis munie du boîtier Ercogener, et sa référence c'est le EG IoT 1181, qui est en fait, montré comme un produit autonome pour des applications de géoloc.
utilisant les technologies LTEM, NB-IoT avec fallback 2G. Alors, je l'ai légèrement détourné de son utilisation, enfin de ce pourquoi en fait il est mis en avant, parce qu'il a un aspect intéressant, c'est qu'il intègre également un accéléromètre 3 axes et un magnétomètre 3 axes qui en fait, grâce à une configuration, une bonne configuration, permet en fait de déterminer si on a des chocs qui sont anormaux. Et donc, on va pouvoir déterminer qu'il s'agit vraiment d'un acte de vandalisme. Je tenais aussi à préciser que, et c'est ça qui m'a fait choisir aussi ce type de boîtier, c'est qu'en fait, il a un système embarqué et je vous montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne. Il a un système embarqué qui permet en fait de paramétrer tous les éléments dont je viens de vous parler, pour que justement, on puisse, déterminer si, à partir de quel seuil on considère qu'il y a une anomalie. Donc c'est pour ça qu'il y a une proposition, d'architecture, donc j'ai mis au pluriel parce qu'on peut utiliser ce boîtier sous différentes, on peut l'intégrer sous différentes architectures. Donc la plus simple, c'est celle qui est tout en haut. C'est, d'utiliser le boîtier avec sa plateforme, cloud qui lui est associée. À savoir que, alors je vous la montrerai tout à l'heure, il s'agit de la plateforme Esciot, qui est la plateforme cloud dans laquelle on peut déjà, faire du device management. Et alors, c'est plutôt une plateforme de device management, mais elle a un système d'alerting qui fait que voilà, on peut envoyer des emails aux personnes référentes. Donc, dans notre cas d'usage, mettre l'adresse ou les adresses mail des personnes référentes issues de l'équipe de maintenance. Il y a un deuxième cas un petit peu plus complexe dans lequel on va utiliser un service tiers et donc j'ai voulu utiliser Azure IoT, donc en utilisant un hub IoT pour récupérer les données issues du callback de Esciot. Et puis, via en fait des services bus, on peut ensuite router des messages. Ça peut être, donc on utilise les API de Twilio, mais on peut utiliser également simplement un service mail pour voilà, router les messages selon la gravité, par exemple, selon la gravité en fait de l'anomalie. Puis ensuite, il y a une troisième, donc c'est celle du milieu, un troisième schéma plutôt, alors qui est plus personnalisé, dans laquelle en fait on choisira un système qui pourra s'intégrer dans le système d'information du service de maintenance. Donc j'imagine qu'ils ont un logiciel qui leur permet de pouvoir gérer les passages de chaque technicien. Et voilà, ce serait intéressant de l'intégrer à l'intérieur, parce que comme ça, s'il y a une ouverture de porte, on peut très bien vérifier que lorsque la porte est ouverte, ça coïncide ou ça ne coïncide pas avec l'horaire de passage prévu d'un technicien. Donc après ouverture du boîtier, on voit qu'on a accès à 3 éléments. Donc le premier élément, c'est là où on insère la carte SIM. Donc il faut se munir d'une carte SIM de type M2M qui prend en charge NB-IoT, donc pour notre exemple. On a un connecteur qui permet en fait de connecter le câble d'alimentation qui relie la carte électronique aux piles. Et on a un connecteur pour la configuration de notre boîtier. Donc voilà à quoi ça ressemble quand on a tout inséré, tout branché, tout comme il faut. Alors maintenant, il va falloir configurer notre boîtier. On a plusieurs façons de faire, mais la façon la plus simple est d'utiliser une application embarquée qui s'appelle EaseEG IoT. En fait, c'est une application embarquée qui a été conçue par Ercogener pour configurer justement les boîtiers de type EG IoT. Elle offre 2 fonctionnalités, le mode télérelève et le mode géolocalisation. Donc, il y a des tas de fonctionnalités qu'on peut paramétrer. Donc, il y a des fonctionnalités qui sont communes à la télérelève et à la géolocalisation. Et on a des fonctionnalités qui sont totalement spécifiques à l'un des modes choisis. Donc, je vais rapidement vous montrer à quoi ça ressemble et ce qu'on peut paramétrer. Donc, tout à gauche, donc on est sous l'onglet général, et donc tout à gauche, on peut donc du coup sélectionner le type de mode qu'on choisit, donc télérelève ou géolocalisation.
Ensuite, quand on est sur Start Delay permet de paramétrer le moment de la mise en service. Donc, soit en fait, la mise en service est désactivée, soit on l'active immédiatement, ou soit en fait, on l'active en choisissant une date de mise en service. Ensuite, on peut paramétrer le timer du Keep Alive. Ensuite, on peut choisir donc, le mode de transmission. Donc, dans notre cas, on est en mode cellulaire. Et puis, ça va être aussi un élément important de notre exemple. On peut paramétrer le type en fait, l'intervalle de mouvement à checker. Donc, c'est là-dessus qu'on va le paramétrer. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas l'objet, mais sachez que voilà, c'est ici que ça se passe pour détecter en fait, le mouvement. C'est ici que ça se paramètre, entre autres. Donc, en dessous, donc, on a plutôt des paramètres qui sont liés à la synchronisation entre le boîtier et le logiciel. Et en bas, en dessous, avec Send, Get, Save et Activate, c'est là qu'on va déterminer en fait ce qu'il y a à envoyer sur le boîtier et ce qu'on peut récupérer comme information, ce qu'on peut sauver. Et voilà. Deuxième onglet, on s'intéresse beaucoup plus à la partie cellulaire. Donc, normalement, en faisant un get, on a accès donc, à l'IMEI et à l'IMSI du produit. On choisit ensuite le type de module. Donc, ici, CLTM NB avec fallback de G. Et très important aussi, c'est là aussi qu'on saisit l'APN du serveur, donc, qui est relié à la carte SIM. Troisième élément très, très important, c'est là aussi qu'on va mettre l'adresse IP du serveur. Donc, ici, dans notre exemple, on va utiliser la plateforme Esquiot. Donc, on va utiliser l'adresse IP de la plateforme Esquiot ainsi que son port. Et on choisit aussi le format du payload. Donc, ici, sur Esquiot, on peut choisir soit TCP, soit UDP. Moi, pour mon exemple, j'avais choisi UDP. Donc, on voit TCP ici, mais dans mon exemple, j'avais choisi UDP. Donc, voilà les éléments les plus importants pour le boîtier. Je rajoute juste, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le moyen le plus simple de pouvoir configurer rapidement. Ça prend vraiment quelques minutes, mais on a la possibilité d'utiliser un terminal de type Hercule, par exemple. Et en utilisant ce terminal, pareil, on va avoir une série de menus dans lesquels on va aussi configurer son boîtier. Et il y a aussi la possibilité d'utiliser des commandes AT et rentrer vraiment dans les commandes AT. Mais là, c'est vraiment si vous maîtrisez vraiment ce que vous faites. Mais donc voilà, si vous voulez aller vite et que vous ne voulez pas aller chercher les commandes AT du boîtier, eh bien voilà, c'est la méthode la plus facile et la plus friendly. Maintenant, nous allons revenir à notre expérience avec notre cas d'usage. Donc, voici notre armoire de rue, en tout cas ce qui va faire office d'armoire de rue. Et sur les côtés, nous avons mis notre boîtier ergogénère qu'on a fixé via un scotch. Bon, dans le cas réel, le boîtier peut être fourni avec des éléments d'attache et de suspension. Donc, si vous vous intéresse, vous pouvez regarder ça sur la fiche technique et ou commerciale du produit. Et donc, en fait, j'ai soumis en fait cette armoire de rue à un choc ou ouverture de porte. Et donc, on va voir ce qui se passe sur la plateforme qui est développée par Ercogénère. Alors, comme là, il était compliqué de pouvoir faire ça en live parce que la qualité de l'image était vraiment, vraiment pas bonne. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une capture d'écran de ce que j'ai fait ce midi. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 22 septembre 2020 et à 12h35, j'ai fait une capture d'écran et je me suis précipitée pour aller donner un coup à l'armoire de rue. Et donc, je constate en allant sur la plateforme Esquiot qu'il y a bien un choc qui a été détecté le 22 septembre 2020 à 12h35 et 58 secondes. J'en profite pour vous montrer les éléments relatifs aux trames qui ont été envoyés par le boîtier. Donc, en fait, on voit très bien sur l'onglet trame que les données brutes ont été parsées et que elles ont été parsées en fonction de la date d'envoi que je viens de mentionner. Ce qu'on appelle un opcode qui correspond en fait au type d'événement relatif au boîtier. Donc, il s'agissait d'une détection de choc. On a des éléments sur la qualité du réseau, la température interne, et puis ensuite une série de données relatives au positionnement. Mais comme en fait je n'ai pas validé la géoloc, voilà, ces éléments sont invalides.
On a aussi des éléments sur la durée de vie, on a des éléments sur le niveau de batterie, ça c'est qui pourrait être intéressant aussi pour la maintenance et la tension de la batterie. Après bon, voilà, on voit que, hem, c'est organisé par période et on peut aller chercher aussi un historique de l'ensemble des événements qui ont été, déterminés, de semaine en semaine. Alors, je suis allée un petit peu plus loin dans l'expérience. Donc, j'ai dit que je voulais qu'il y ait une notification. Sur la plateforme Esquiot, ça peut être pris en charge. Et donc, je peux créer une alerte avec un contact référent qui doit être notifié d'un événement qui est jugé anormal. Donc, c'est très, très, très facile. Donc, je vous ai mis des copies des copies d'écran des éléments qu'il faut remplir pour pouvoir créer ce système d'alerting. Donc, on détermine l'adresse, le nom de l'alerte. Donc, moi, j'ai mis l'adresse de contact de NB-IoT et de New Business IoT et le type d'alerte qui est un type opcode, comme je l'ai dit, et qui sera une détection de choc. Donc, on voit ensuite en dessous que je veux être notifié par cette adresse et avec un message, un corps de message, un choc a été détecté sur l'armoire numéro 1A2B56. Donc là, ici, j'ai bien sur mon dashboard le fait qu'un système d'alerte a été créé et que j'ai le nom du contact et j'ai le message qui sera délivré en cas d'anomalie. Donc là, bah, je vois que sur mon dashboard, à 12h46, un choc a été détecté le 22 septembre. Et je reçois par la même occasion, bah, un mail de la part de SQT qui me notifie que j'ai bien été notifié d'un choc. Donc un choc a été détecté sur l'armoire numéro 1A2B56, cordialement l'équipe SQT. Et on voit que ça a été fait en moins d'une minute. Donc nous arrivons au terme de cette première partie de la démo incluant le capteur NB-IoT de la marque Ercogéner. Donc, lors de la seconde partie, on va évoquer donc le schéma que j'avais proposé tout à l'heure, où en fait on va utiliser un service tiers. Et donc ça va arriver très très prochainement. Je vous remercie de votre attention.